Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, on va faire une petite démonstration d'aquascaping ici avec Yuri. Tout à fait, donc Yuri qu'on ne présente plus, enfin on va le présenter quand même. Donc il nous vient d'Allemagne, il est spécialisé dans l'aquascaping, donc on lui a demandé de venir chez nous un week-end, histoire de montrer un petit peu différentes tailles qu'on va mettre en place et en route ensemble, et lui va nous les décorer. Alors on peut dire que bon, il y a aussi une action de JBL ici concernant cet aquascaping. Oui, absolument. On a voulu saisir l'occasion pour présenter la toute nouvelle gamme de JBL pour l'aquascaping. Ça nous a semblé être la bonne occasion pour le faire. Alors ici, on va faire un bac de quel volume à peu près? Bon, celui-là, à peu près entre 250 et 300 litres. 250-300 litres. Bon, une petite heure de préparation pour le mettre en route? Oui, à mon avis, pour la partie décoration, un peu plus. Mais bon, on va faire ça en pas à pas, évidemment. On va le voir à la caméra. Quelques photos qui seront prises tout au long. Quelques petites précisions. C'est un bac ouvert, éclairage LED, filtre extérieur, système de CO2. Jusque-là, rien de bien particulier. Un petit détail qui diffère un petit peu, c'est donc il est ouvert, donc pas fermé. Je veux dire par là, pas couvert. Donc une rampe LED qui est un peu au-dessus du niveau d'eau. Et alors la particularité, c'est qu'il est également en verre diamant, c'est-à-dire un verre ultra clair. Et vision 3 faces. Et visible des 3 faces, donc une solution idéale pour séparer une pièce par exemple. Exactement. Bon, pas plus facile, entre parenthèses, pour décorer en aquascaping. Ah, mais c'est pour ça qu'on a demandé un professionnel. Exactement. Ok, Yuri, you are ready? Yes, let's start. Let's start? Okay, we go then. Success, hard work, and we see us later for the end, the final result. Okay, enjoy the video. Okay, thank you.
this inside to make decision on focal points. So everything else will be these are red plants, and everything else will be a mix of green. Okay. Now we have here Tropica 1-2 grow tissue culture plants. What's so special about them? They are free of snails and algae and all kind of pesticide, and because they come from laboratory. And as you can see, they are in small cup. The plant is still very small, but the quantity of plant is more than in a regular pot. And as long as it is closed, you can keep it for minimum 2 weeks. Also, no problem. Sometimes 3 weeks, 4 weeks without any special, any special lighting or anything. Just keep it like this on your desk. And to prepare this plant for planting in an aquarium, open it. Once you have opened it, you have to use it, because otherwise microbes will get inside, and this gelée is very high in nutrition, and it will start rotting. So we need to use it straight away. For this reason, I take it out of the cup. Oh, that's very easy, because the gel stays in the cup. If not, you get it with it, and then simply put it in the water and wash off the remaining gel. Okay, so now the idea is to remove as much as possible the gel from the plants. Yes. Before we are putting them in the Now we're ready for planting, and then I simply divide single plants, sometimes like 2 or 3 of them with a small tweezer, and ready to plant in the aquarium. Okay, so all the species you will have to prepare, you do the same way? Yes, I will prepare all the species same way in this aquarium, so we will have no snails in this aquarium. Ok. Traduire un petit peu ce que Yuri vient de nous montrer. Donc, comme il disait, ça sont des plantes qu'on reçoit maintenant telles quelles dans des petites barquettes stériles in vitro. Donc, les plantes sont mises là-dedans, elles sont gardées en milieu stérile. Le but de ça, c'est quoi? C'est clairement d'éviter tout ce qui est potentiellement parasitaire, c'est-à-dire les escargots, éventuellement les autres sortes de plantes qui pourraient venir se loger au milieu de ça. Donc le fait de les garder stériles et de les faire se développer là-dedans sur ce gel permet d'avoir d'une part une seule sorte de plante sans aucune autre parasite à côté, et alors le fait de ne pas avoir évidemment du tout d'escargots ou d'autres bestioles du même style. Donc ça, c'est une des raisons. Ensuite, ce qu'il disait, c'est important de le signaler, sont des plantes qui voyagent évidemment très bien, la conservation se porte permet de comment dire, le transport et le conditionnement est beaucoup plus facile qu'avec les plantes classiques. Elles sont moins sensibles, elles sont beaucoup plus robustes. C'est plus petit évidemment, hein. Donc quand on voit par exemple certains types, que ce soit Glossostigma, Liliopsis, c'est moins impressionnant que ce qu'on peut voir en pot classique. Mais une fois qu'elles sont retirées du gel, on va montrer maintenant comment on fait. So if you want to show how you remove the gel. Une fois qu'on retire, donc il y a évidemment tout le tissu sur lequel on voit, il y a beaucoup de racines bien entendu. Au niveau quantité, un petit pot comme ça représente 4 à 5 pots équivalents, les petits pots comme on les connaît au niveau classique. Donc maintenant, ce qu'il fait, il retire le plus possible le gel. Le but étant maintenant de les diviser, petite plante par petite plante, pour aller les mettre à la pince sur le substrat. Alors c'est pas impossible de le faire sans pince, on va voir tout de suite avec lui quand il va commencer à le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand on a un décor comme celui qu'on voit là, le fait de le faire à la pince, ça permet vraiment d'accéder dans les infructuosités des pierres et même entre les deux. Donc ça, c'est le gros intérêt de la chose. Voilà. Et on voit tout de suite au niveau surface que ça représente beaucoup plus que ce qu'on a sur un pot classique. So now you remove all one by one like that. And creating small portions. Ouais. Donc maintenant il fait tous des petits bouquets qui va venir en fait incorporer dans le décor par la suite. Alors ce qu'on peut peut-être faire entre temps pendant que Yuri continue de préparer un peu les plantes, en ce sens que là tout a déjà été rincé, histoire de gagner un peu de temps et de ne pas passer 1 heure à nettoyer les plantes
pendant qu'on les met au fur et à mesure. On peut peut-être faire une parenthèse sur le décor qu'il a donc réalisé. Il a fait une base en pierre volcanique sous la structure du décor. À ça, il est venu rajouter donc le soil, qui est en fait un substrat nutritif, donc rien d'autre que la partie volcanique et le substrat nutritif. À cela, on est venu rajouter des pierres dragons, qui sont en fait des pierres neutres qui ne vont pas changer la qualité de l'eau. Et alors maintenant, ce qu'il va faire, c'est un peu la manière d'incorporer les plantes de différents types. L'idée, c'est d'avoir des bouquets, et évidemment différentes tailles. Pour l'avant-plan, bien entendu, des choses qui vont se développer plus lentement et qui vont demander une taille moins régulière. Et alors aussi, comme là, il va commencer de la Telantera, histoire d'apporter un peu de couleur rouge. Donc maintenant, on va voir comment il fait. Voilà, avec les pinces. Je ne sais pas si on peut voir peut-être à l'écran en détail. Je pense que oui. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. So for example, like the Telantera of this size now, how long it takes to have a plant of 10-15 cm about? It will take like 3 or 4 weeks. Okay. Donc il dit qu'en fait il faut compter à peu près 3 à 4 semaines pour avoir des Telantera qui vont faire entre 10 et 15 cm pour la variété qu'on vient de voir maintenant. How much time you need to make a tank about like that? So we speak about a tank of 250 liters about. Depends on the, let's say the complexity or the level of the aquarium. I can spend 2 hours or I can spend 2 days. Okay. And for this one? For this one, yes. It costs like I think maybe 1.5 or 2 hours for the hardscape. Okay. Everything you see now, except the plants, is the hardscape because it is hard. And now the softscape comes, which is the plant. And for planting, I will need maybe 1 hour. So in total, we are speaking about 3 hours, maybe 3.5, maximum 4 hours. Donc là, je vais poser la question combien de temps prenait l'agencement complet. En l'occurrence, c'est expliqué que pour ce qui était hardscape, c'est-à-dire substrat, pierre et tout ce qui est décoration, sans les plantes, à peu près 1h30. Et pour la partie plantation, en fonction évidemment, comme il explique, du degré de difficulté et de la quantité de plantes, ça prend quelque chose comme à peu près 1 heure. Donc maintenant, au total, pour faire toute la plantation, il faut compter une petite heure. Donc il va continuer, faire quelques plantes comme ça. Et une fois que ça c'est fait, donc on va imaginer de le mettre en joint. Something else important would you like to recommend for the people that want to do that the same at home? Always use one type of stones, never mix different type of stones. And yes, I prefer planting without water. And I have to take care for the plants. So I have a spray bottle over there and I keep the wet from time to time, spray them. Donc là, je vais poser la question de savoir s'il y avait quelque chose de particulier en précaution, tout ça. Donc, d'une part, il dit essaie d'éviter que les plantes ne sèchent, donc il prévoit un petit vaporisateur tout simplement avec de l'eau, au fur et à mesure qu'il travaille pour les arroser. Donc ça, c'est pour la partie pendant laquelle il est occupé. Ensuite, sur le choix des pierres, 2 choses. La première, c'est qu'il déconseille d'utiliser différents types de pierres. Il conseille d'utiliser un seul type, ça a évidemment une apparence beaucoup plus naturelle. Et l'autre chose par rapport à ça, ce qui est important aussi, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, d'utiliser des pierres qui ne seraient pas calcaires. Ça, c'est aussi important. It is also important to use a lot of hardscape because when the plants grow, a lot of hardscape will disappear. The plants will cover the hardscape, so you need really big hardscape, really bold hardscape, so it is still visible, let's say, within a couple of months or within half year. Otherwise, if I use only rock this size, they will disappear. You don't see any plants, it will look like a Dutch aquarium. So, là aussi, ce qui explique, c'est qu'il est important d'utiliser des pierres de grande taille pour donner une bonne structure au décor.
La raison est simple, c'est qu'évidemment maintenant les plantes sont petites, on voit encore beaucoup les rochers, mais d'ici quelques semaines les plantes se seront fort développées et là ce sera l'inverse. Il y aura très peu de la partie rocher qui sera encore visible. Donc il explique que s'il utilise que des pierres de petite taille comme on voit ici à l'avant, d'ici quelques semaines on ne verra plus rien du tout. Et là on arrive plutôt sur un décor qui est plutôt quelque chose d'hollandais. Je ne sais pas. Mais je ne filme pas là, moi. Hein. How do you select also the kind of plants you put in a tank like that? I know we discussed about that before you start the setup, but interesting maybe to explain a little bit. Oui, Yes, ça va le faire. Hein. for a layout like this, it is a mountainscape layout, so it is like two continental plates which are moving against each other, and then like the mountains building up. And so I try to use a lot of carpeting plants, and mostly small species on the foreground next to the glass, and some red plants like focal points to make it look more interesting. So mostly small and carpeting plants which I can keep in shape by trimming. Donc là il explique un petit peu, j'ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il choisit les plantes. Donc là il explique une chose, c'est que l'idée de son décor en fait c'est d'avoir un petit peu deux plaques, comme si c'était des plaques terrestres qui poussent l'une contre l'autre pour évidemment aller pousser la partie du décor central en hauteur. Il utilise essentiellement des plantes qui viennent former en fait un tapis, ce qui est relativement simple en termes d'entretien et facile à tailler en somme. Je posais la question tout à l'heure, donc pour la taille, pour les variétés qu'il utilise, il ne fait que couper le dessus, donc il n'y a pas lieu, comme dans certains bacs hollandais, de couper le dessus, de replanter le dessus et d'enlever la tige. Là, il laisse en fait la tige, il coupe le dessus tout simplement, donc ce n'est plus ni moins qu'une taille. Et alors, il essaie de faire évidemment un assortiment de couleurs, histoire de rendre le décor plus attractif. What kind of water do you recommend to fill up? What kind of water? Yes. I recommend to use reverse osmosis water, which is clean of everything, and then put in the required amount of minerals. This way you have the ultimate control about the water parameters. And I recommend to have a total hardness between 5 and 6 degrees, which is required for shrimp. And it's very good for plants because they like soft water. Ok, donc là je vais poser la question de savoir un petit peu quel type d'eau et quelle qualité d'eau il conseillait d'utiliser. Donc il conseille d'utiliser de l'eau osmosée à 100% et ensuite d'ajouter des sels minéraux pour arriver à un degré de dureté qui se situe entre 3 et 5 degrés. Ce qui permet une bonne maintenance des crustacés, en l'occurrence comme les Caridina japonica qui ont un rôle important au niveau de l'entretien, en sachant que c'est une crevette qui ne touche absolument pas aux plantes mais qui nettoie très très bien au niveau des algues. Now we see the type of soil you use. Except that soil and the minerals you add in the water, is it something else you do to keep the fertilizer to a good level? When we talk about the fertilizers or the nutrients required for the plants, we have the soil, which is rich in nutrients. From very bottom to the very top, it is completely filled with nutrients. Then we use pressurized CO2, which is very important for the plants. We have a minimum, we have a liquid fertilizer as well. And when it comes to liquid fertilizer, with such high planted aquarium with substrate which is rich in nutrients like soil, you need micro and macronutrients. Micronutrients is iron and some elements, and macronutrients is N, P and K, which is nitrogen, phosphorus and calcium and potassium. Sorry. And a normal fish tank, those nutrients are becoming excessive, and you try to get rid of them. In this aquarium, we will have only small amount of fish, and very small fish, and feed them very carefully. And we will have a lot of plants, nutrient-rich substrate, and the plants that will need these macro elements, so we have to dose them extra. If you have a fish tank, for example, you try to get rid of the phosphorus. In this aquarium, I put phosphorus inside. Same with nitrate, or
nitrate. The normal fish tank you put into the bacteria to reduce the amount of nitrate. In this aquarium I try to keep the level about 30 milligrams per liter. 30 milligram nitrate. And what about phosphate? About 1 milligram. Bon. Donc là, je vais poser la question de savoir un petit peu d'un point de vue entretien. Donc on a parlé tout à l'heure de la taille. Alors, il explique différentes choses. La première, c'est que c'est évidemment pas des aquariums qui sont prévus pour mettre des gros poissons, ni des grandes quantités de poissons, mais clairement des aquariums qui sont prévus pour donner un accent sur le décor et les plantes. Et donc, ce qui se passe, contrairement à l'aquarium qui est fort peuplé de poissons, c'est qu'on a vite une carence en nitrate et en phosphate. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il tourne depuis quelques semaines, il y a lieu de les compenser. Donc ça peut paraître un peu particulier, mais il y a lieu donc d'ajouter des phosphates et des nitrates pour maintenir un niveau. Alors, le niveau qu'il conseille, c'est 25 à 30 mg de nitrate, et au niveau des phosphates, aux alentours d'1 mg par litre. Alors ensuite, on a parlé de tout ce qui était fertilisant, donc aussi bien le fer que le bord, tous ces éléments, donc micro et macro-éléments. C'est aussi important évidemment de les apporter, et ça on retrouve dans différentes marques. J'ai bien là maintenant toute une gamme complète sur laquelle on trouve tous ces éléments indépendants. Et il existe maintenant aussi des appareils qui permettent de tester assez facilement le taux de nitrate et le taux de phosphate de manière très précise. Par exemple, les mini-photomètres de poche qui permettent de faire le test plus rapidement et plus facilement que les tests en route. The green hair algae. Ah, yeah. Okay. So we were talking about the macro elements, and for example, green hair algae appears in aquarium if there is too much phosphorus. And what normally aquarium or fish keeper do, they try to remove excessive phosphorus. In case of this aquarium, if green hair algae appears, I increase the level of nitrate, and then green hair algae disappears by itself, because there has to be a certain level of the nutrients, and if there is too little nitrate, green hair algae appears. What is the level you try to keep to avoid or to reduce the quantity of green hair algae? As I said before, something like 30 milligrams per liter, but I can go even higher, up to 50 milligrams per liter. This is still no problem for the fish. Only when it gets above 70 milligrams, it can be a little stress factor for the fish, but if it's 50, it's no problem. And green hair algae likes very clean water, and if there is such amount of nitrate, then green hair algae thinks, no, the water is too dirty, I don't want to grow here. So the level of nitrate we speak is 25-30. And in case if the water parameters, everything is fine, so let's say 25-30 milligram nitrate, and if you have about 1 milligram phosphate, and still you get trouble with the green hair algae, what are the best solutions you would recommend, except of course increasing the nitrate level? Yeah, of course adding ammonia shrimp, Caribbean japonica. For this aquarium I would use like 30 of them. What is the balance for the, so you say about 30, you take 1 per 10 liters or something? Yeah, something like that. Donc là on parle évidemment au niveau des algues vertes filamenteuses, c'est aussi important d'en parler parce que c'est un problème qui est courant souvent dans les aquariums d'eau douce plantés. Donc plusieurs solutions. La première, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, il faut évidemment avoir les paramètres d'eau qui sont maîtrisés, mais il ne faut pas nécessairement vouloir avoir 0 phosphate et 0 nitrate, parce que dans ces conditions-là, on est aussi embêté avec les algues. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, évidemment, les ennemis naturels. Donc pour des aquariums tels que ceux-là, ils recommandent les Caribbean japonica avec un ratio d'à peu près 1 crevette par tranche de 10 litres. What is the temperature you will use for a tank like that? 25, 26? Better a little bit less, like 24. 24. Okay. And what kind of fish would you recommend? Good question. Yeah, as for the fish, as it is a rectangular aquarium, and it is more
long than cubic. It is better to use small fish with linear shape of the body. So maybe the blue neon would be a good choice. Also maybe some dwarf corridoras like Corridoras pygmaeus or Corridoras hastatus could be a nice choice. So a fish that will score nicely in this aquarium. So would you recommend only one species of fish, or what would you recommend? Only one species is One species, okay. One species of fish and Japonica for the cleaning. Autosynchronous also? Or not? No, autosynchronous okay. Also. So, Yuri, now let's say it's finished. So we will ask you some explanation, the reason a little bit of the position of the rocks, also why the density of the plants like that, and a little bit of short explanation why the plants are that or that place. Mm-hmm. So the position of the rocks is that you have to imagine two continental plates which are moving against each other, and then rocks are growing like this. So this can you see from this direction. And I tried to make rocks pointing to all different directions so it looks most natural. And I also used a few of the larger rocks on the optical line which is not in the middle, slightly based to the right, so it looks like a golden ratio, not exact, but the most important is not to have it exactly in the middle. Because if you have the focal point in the middle with the biggest piece of hardscape, it could easily divide the aquarium into parts, which will make it look unnatural. So for this reason, the rocks were positioned this way. And there is a second reason. If you take a closer look, there is a slope in the middle of the aquarium. And there is no straight line. Every line is interrupted by rocks. So like in nature, if the water is flowing down, it is always interrupted and divided by two from each rock. So this makes the aquarium look natural. There are no straight lines, and it looks like a lot of small lines, and it gives the aquarium more texture and more scale of size. Ok. Une seconde. Alors, donc, comme Yuri nous explique bien, donc la raison pour laquelle, donc le but évidemment, c'est d'essayer de recréer un petit peu une image d'un paysage naturel, bien sûr. Donc là, on imagine évidemment le décor qui est fait comme ça en colline, comme s'il y avait deux plaques qui poussaient l'une sur l'autre pour faire remonter la partie centrale, comme on voit là. Ensuite, il explique le ratio important de 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire que l'essentiel, les grosses pièces du décor ne se trouvent pas nécessairement en plein milieu de l'aquarium, ce qui pourrait avoir tendance à diviser ou donner l'impression que l'aquarium est divisé en deux, et donc une impression qui serait moins naturelle. Donc là, le but, c'est évidemment 2 tiers, 1 tiers, avoir alors quelques grosses pierres, parce que maintenant on le voit tel quel, on verra dans les prochaines images qu'on fera dans les semaines et les mois à venir. Il est évident que toutes les plantes qu'on voit là vont pousser
Et forcément, tout ça va se tapisser, y compris une partie des pierres. Donc si on n'a pas quelques grosses pierres dedans, à terme, on ne voit plus grand-chose des pierres. C'est presque comme s'il n'y en a plus. Ensuite, au niveau de la position des pierres, justement, comme on en parle, on voit bien qu'il n'y a pas de ligne droite. Donc, comme il y a un fort dénivelé entre la partie, entre les extrémités et le centre, que ce soit en largeur et en longueur, il n'y a pas vraiment de ligne droite dans le substrat, mais à chaque fois des petites pierres qui sont mises pour casser justement ces lignes droites et donc pour stabiliser un peu comme dans le milieu naturel. En somme, les montagnes et les rivières, ça se passe un peu comme ça. On a des petites pierres qui viennent donc casser ces lignes droites avec du substrat entre deux. Et ce qui vient stabiliser le substrat, c'est à nouveau, là on n'a rien inventé, on copie évidemment la nature. On vient mettre des plantes qui sont assez denses avec un développement de racines assez important pour justement obtenir une stabilité du substrat qu'on n'aurait pas autrement. Donc maintenant que tout ça s'est réalisé, il va nous rester donc à discuter de la mise en eau et de l'entretien. Donc la mise en eau, on verra ça dans un second temps. Maintenant, on va peut-être discuter un petit peu de l'entretien. So Yuri, now we have finished the decoration of the tank. Can you give us a short explanation of the situation and the kind of plants and why did you select that kind of plant instead of another one and the position of it? Of course, yes. I have used different types of plants. Most of them are carpeting plants, which are very small. And in the middle part of the aquarium, which starts now on the left and goes like this, like a snake line over the top of the mountains, this creates the illusion of sun going down behind the mountains and making coloration of the sky red, and the trees also will look a little bit red. So this is the idea behind using red plants in this area. Then I have used different types of carpeting plants which have mostly green color, and I have made groups of them, like for example over here is Taurogine repens. This is Amania bonsai against Taurogine repens. This is again Amania bonsai, so they change. So I have groups, and the same is on the other side. So the tank looks symmetrical from both sides, and it also imitates the vegetation in the mountains. So the same plant appears always in the same area and the same height of the mountains. And then at the slopes, which are coming from the, let's say here from the foreground and going in between the stones to the mid and, yeah, well, the top of the rock is sort of background in this case. I planted very densely carpeting plants to secure the slope, and for example this Eleucharis mini, which is hairgrass, it will grow very densely and protect the slope from crumbling down. Alors, comme Yuri nous explique, on retrouve ici une ligne asymétrique, un peu comme un serpent, sur la partie supérieure du décor, qui est couverte pratiquement, donc on le voit, hein, ça part d'ici, ça zigzague un peu, avec des plantes qui sont des plantes rouges dans ce cas-ci, qui sont donc des alternantes terra. C'est une plante qui va pousser relativement rapidement jusqu'à 10-15 cm d'auteur, qui est assez facile à tailler, et qui va donner un peu, donc d'abord une touche de couleur bien entendu sur toute la partie supérieure, mais le fait de le faire de cette manière-là, ça laisse un peu penser aussi à une partie supérieure des montagnes. Alors ensuite, si on descend les pans de montagne, on remarque qu'il y a aussi une logique dans les plantes qui sont choisies, comme là on a par exemple le Scrorogine repens. Donc pourquoi? Évidemment d'une manière à peu près symétrique au même point, parce que là aussi dans le milieu naturel, en règle générale, les conditions font qu'en montagne, à certaines altitudes ou certains niveaux, on trouve certaines variétés de plantes, et quand on descend, on trouve d'autres types de plantes, et ici c'est un petit peu l'idée de recréer cela. Donc ici on a par exemple l'Elaeopsis, pardon pas l'Elaeopsis, Eleocharis mini, donc la variété assez dense. Alors celle-ci est utilisée évidemment pour avoir l'effet gazonnant bien sûr, mais aussi et surtout parce que c'est une variété qui développe un tissu racinaire qui est important et qui va avoir tendance à stabiliser évidemment tout le substrat qui se trouve et qui est bien entendu incliné. Sans ça et sans les roches, on retrouverait assez rapidement un substrat qui serait à peu près au même niveau partout, ce qui n'est évidemment pas le but. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle on a ça. Et alors, comme on le voit, on a évidemment des zones qui ne sont pas à un petit pied, mais le but c'est d'à chaque fois obtenir des zones laissant supposer à des régions, ce qui là aussi amène évidemment à retrouver ce qu'on retrouve souvent dans le milieu naturel. Voilà un petit peu la raison de la plantation de cette manière. So, now next step,
Yes, now we change the location. This will be the final location for this aquarium. And of course it is more easy to move as long as it is without water. Sure. Yes, now we have to fill it. To fill with water I'm using some kind of paper tissues. You can use also kitchen towels. I will take this rear corner on the right side, or maybe let's take in the front with the logo. I'm putting some of the paper towels in the Do you ground. think that will absorb all the water you fill in? No, it will slow down the flow, and the flow will be anyway very slowly at the beginning, so they are enough. Like this. Okay. So we have a big tank of reverse osmosis water in the background, you can see right now, and it is connected to this hose. And there is a sponge at the end which will also slow down the flow. Okay, like this. And here is a valve, and the pump is already working, and now I will open the valve slowly, you can see here, and this is very slowly now. So for this speed I will keep maybe a little bit more. Okay, you see how slowly the water gets inside? Yep. And nothing will be flushed away. Okay. So this way, let it run until you have 5 centimeters of water, then you can increase the tempo. Good. Voilà, maintenant pour le remplissage, donc on voit ici, donc on a placé ici dans ce cas-ci une serviette en papier simplement pour éviter que l'eau qu'on rajoute vienne remuer évidemment le substrat avec les plantes. Donc on commence à remplir tout doucement. Ici on a dans ce cas-ci un cubi avec de l'eau osmosée bien entendu. Donc là une vanne de réglage qui permet de mettre en route tout doucement pour le remplissage. Donc ça coule tout doucement, tout doucement. On fait ça pour gérer les 5-6 premiers centimètres au-dessus du niveau du substrat. Et après progressivement on peut augmenter tout doucement le débit. La mousse qui se trouve au bout de l'embout de remplissage permet aussi de bien répartir l'eau qui en ressort, toujours dans le même but évidemment de ne pas tout remuer le substrat qui se trouve dans le fond.